Bonsoir à tous. Vous avez raison de choisir la nouvelle chaîne ivoirienne. Bienvenue dans NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue les faits marquants de l'actualité de cette semaine. Au menu de l'émission de ce soir, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Hier, le pays a célébré le 61e anniversaire de son indépendance dans la sobriété en raison de la résurgence des cas de Covid-19. La question qui sera au cœur de ces échanges est la suivante. La Côte d'Ivoire est-elle réellement indépendante ? Et puis, comme il est de coutume, chaque année, à la veille de la célébration de l'indépendance, le président de la République, Alassane Ouattara, s'adresse à ses compatriotes. Ce message était très attendu. Nous allons donc décrypter le discours du président de la République. Et enfin, le dernier sujet portera sur la jeunesse ivoirienne. Quelle jeunesse pour la Côte d'Ivoire de demain? Cela est d'autant plus important que cette semaine a aussi été marquée par l'élection du nouveau président du Conseil national de la jeunesse. Et donc, pour aborder tous ces sujets, nous avons comme invité sur ce plateau Élisée Goloubeu. Bonsoir Élisée. Bonsoir Élisée. Journaliste, éditorialiste. Juste en face d'Élisée, nous avons Guillaume Bateau. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du SYNAPSI. Ensuite, nous avons Félix Boni, qui est journaliste, analyste, chroniqueur. Bonsoir Félix. Bonsoir, et bienvenue sur ce plateau. Juste en face de Félix Boni, nous avons Aristide Nkenda, journaliste éditorialiste. Bonsoir Aristide. Bonsoir Evelyne et bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Merci d'être là. Nous avons ensuite André Sylvain Conon, journaliste, fondateur de Ivoire Hebdo. Bonsoir André. Bonsoir, bonne fête de l'indépendance à tous. À tous et à tous, d'accord. Et le dernier que je présente, c'est Franck Etienne, qui est également journaliste, écrivain. Bonsoir Franck Etienne. Bonsoir Evelyne et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, bienvenue en tout cas sur le plateau d'NCI 360. Vous êtes des habitués de ce plateau. Pour commencer, nous vous proposons donc ce premier élément. La rédaction de NCI revient sur les faits marquants de la Côte d'Ivoire moderne. C'est un reportage de Pierre Dipomelin. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est une aube nouvelle pour la Côte d'Ivoire, ce 7 août 1960. Par cette déclaration du président Félix Houphouët-Boigny, le pays vient de couper le cordon ombilical avec la France, puissance coloniale. Le peuple ivoirien doit désormais disposer de lui-même pour conduire sa destinée, au niveau politique, mais aussi économique. Grâce au café et surtout au cacao, dont le pays est devenu le premier producteur mondial, le produit national brut par tête triple entre 1960 et 1972, dépassant celui de tous les autres pays d'Afrique noire à l'exception de l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire compte à l'époque moins de 5 millions d'habitants. La richesse générée par cette spéculation met tout le pays en chantier. C'est le miracle ivoirien. La Côte d'Ivoire est pressentie comme le premier pays d'Afrique noire à entrer dans le club des pays développés. Mais dès les années 80, le binôme café-cacao subit les fluctuations des cours mondiaux. L'économie très peu diversifiée est grippée. Les revenus publics en chute libre. Survient alors la conjoncture. Cette crise exacerbe les tensions sociales. L'aide occidentale est désormais subordonnée à l'introduction du multipartisme. Et c'est François Mitterrand qui donne le ton en juin 1990. La France liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté. Comme les autres pays d'Afrique, le vent du multipartisme souffle sur la Côte d'Ivoire. Les langues se délient avec une floraison des titres de journaux. C'est le printemps de la presse. C'est aussi le début d'un tourbillon de violence. Les antagonismes ethniques se réveillent. Depuis la mort du parti unique, chaque année électorale, notamment présidentielle, est marquée par des affrontements. La Côte d'Ivoire connaîtra son premier coup d'État en décembre 1999 avec la chute du président Henri Konan Bédié et l'avènement pour la première fois d'une junte militaire dirigée par Robert Gueye à la tête du pays. L'élection de 2000 voit l'accession de Laurent Gbagbo au pouvoir d'État après une élection trouble et émaillée de violents affrontements.
Un deuxième coup d'État, en septembre 2002, se mue en rébellion armée. Il consacre la partition du pays en deux. Difficile de recoller les deux faces d'une même pièce. S'ensuit 10 ans d'enlisement et d'accords de sortie de crise. L'élection de 2010, censée ramener définitivement la paix, se révèle être plus violente que les précédentes. L'élection du président Alassane Ouattara au deuxième tour de la présidentielle de 2010 est suivie d'une crise post-électorale. Elle fait officiellement 3000 morts. L'accalmie revient. Le pays tente de panser ses plaies. Plusieurs initiatives pour restaurer la cohésion et la paix sociale sont en cours. L'heure est à la réconciliation avec le retour de milliers d'exilés. Cette nouvelle ère permet à la Côte d'Ivoire de renouer avec la croissance. D'énormes investissements sont consentis dans tous les secteurs. Le réseau routier en déliquescence est rénové et renforcé. Plusieurs universités construites dans des capacités régionales du pays et des investissements notables dans le secteur de l'éducation. Le secteur de la santé n'est pas épargné. Un programme de réhabilitation et de mise à niveau des plateaux techniques est en cours. L'élargissement du canal de Vridi permet au port autonome d'Abidjan de reprendre sa place de leader sur les côtes atlantiques avec l'arrivée au quai des gros porteurs. Cette relance économique connaît cependant des chocs, notamment la crise sanitaire de Covid et la crise post-électorale de 2020. La rencontre de Gbagbo et Ouattara le 27 juillet dernier, après 10 ans de belligérance, a suscité beaucoup d'espoir chez les Ivoiriens, notamment les jeunes, qui attendent de jouir aux fruits de la croissance amorcée depuis 2011. Comme le rappelle donc cet élément, la Côte d'Ivoire était pressentie pour rentrer dans le club des pays développés. 61 ans après, cela n'est toujours pas le cas. Selon vous, chers invités, vous des journalistes qui avez couvert de nombreux événements en Côte d'Ivoire, quelles sont les raisons, quels sont les faits qui ont retardé véritablement cette entrée de la Côte d'Ivoire parmi les pays développés? Guillaume Bateau. Oui, je crois que l'élément l'a rappelé un peu. Il y a d'abord, on va dire, le parti unique. Le parti unique qui a un peu brisé l'élan démocratique des années pré-indépendance, parce qu'on oublie souvent, mais avant l'indépendance, la Côte d'Ivoire, il y avait plusieurs partis politiques qui compétissaient. Donc, le parti unique. Et ensuite, le modèle économique mis en place qui a donné, c'est vrai, des résultats au début. Donc, les indépendances de 1960 et on va dire 1980 de façon générale, mais on va dire jusqu'à 1975. Et puis, bon, donc la crise économique a débouché fatalement sur la crise politique et l'instabilité qui a plombé notre pays. Mais avant de revenir sur ces raisons, je voulais quand même saluer les pères de nos indépendances. Parce que souvent, quand on mène un certain nombre de débats, on a le sentiment, chez un certain nombre de nos concitoyens, ou un certain nombre d'Africains de façon générale, que nos dévanciers, les pères des indépendances, n'ont pas fait grand-chose. Mais non, ils ont fait beaucoup de choses. Le contexte qui était le leur avec des pays naissants, face aux colonisateurs qui étaient sans pitié, je pense qu'il faut saluer leurs œuvres, il faut saluer leur action, leur engagement. Quand on vient au cas de la Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny et ses camarades qui ont créé d'abord le syndicat agricole africain, ensuite le RDA, puis le PDCI RDA, et qui sont battus pour avoir cette indépendance, même s'il y a beaucoup de choses à faire. Donc il faut saluer ces pères fondateurs-là. Et regretter que cet élan n'ait pas été conservé et que malheureusement, le parti unique a brisé cet élan d'émancipation. On s'est retrouvé avec des équations qui n'ont pas été résolues et la crise économique et même le retour au multipartisme qui était censé relancer la machine n'a pas été bien négocié. Les uns mis dans les autres, on a eu des soucis vers la fin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous autres appelons vraiment à tourner la page de cette période pour revenir aux fondamentaux de la démocratie, de la liberté d'expression, pour que notre pays entre dans l'ère moderne. On en reviendra certainement. Aristide Nkenda. Oui, Guillaume a utilisé une expression, l'émancipation. Et vous savez que quand on parle d'un État, c'est une entité qui est comme un organisme qui vit, qui grandit et qui atteint son apogée et qui va décliner après. Il n'y a pas que les pays africains qui ont connu des périodes de colonisation. Vous vous souvenez, la loi d'émancipation aux États-Unis, c'est surtout parce qu'on retient la date de
la déclaration à Philadelphie en 1776, mais il y a surtout 1774 où il y a eu les émeutes de Houston avec les répressions sanglantes. Donc, les gens ont arraché leur liberté. La liberté ne se donne pas. Vous vous posez la question de savoir est-ce qu'il y a eu un frein parce que rien n'a été fait. C'est simplement parce que comme je l'ai dit, un État, c'est une entité qui grandit et qui se manifeste dans l'espace. Et la liberté ne se donne pas. Et si la liberté ne se donne pas, ça veut dire qu'il faut mettre les conditions pour donc arracher cette liberté. Et la seule condition pour arracher la liberté, et Guillaume fait bien de relever qu'il y a d'abord eu le pluralisme politique avant les indépendances, et que les partis uniques. Mais qu'est-ce qui a freiné suffisamment l'élan de développement? C'est simplement que ces États, qui sont des territoires qui ne nous appartenaient pas à l'époque, qui n'ont pas été créés par nous, parce que, comme par exemple la Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui est venu tracer et qui a donné le nom Côte d'Ivoire. Quand vous mettez un enfant au monde, vous lui donnez le nom. Et même si l'enfant change de nom après, ça reste votre enfant. Mais seulement, la liberté s'arrache. Donc, plus tard, il faudra arracher cette liberté par le travail et par des mécanismes où vous concevez vos propres systèmes de gestion de la cité dont vous en êtes fiers. Donc, ce qui nous a le plus freiné, c'est le modèle politique mis en place par le parti unique et qui a débouché sur le tribalisme plus tard. Parce que, finalement, lorsqu'on nommait un ministre, il était ministre de la région et on venait célébrer le ministre parce qu'on estimait que... Et ça a donc accentué le tribalisme et ça a freiné ce qu'on peut appeler le processus de la valeur travail. Ceux qui ont arraché la loi de l'émancipation se sont réunis, ils ont décidé de le faire. Ce que les Africains doivent faire pour être suffisamment libres, c'est de concevoir qu'ils doivent arracher leur indépendance parce que, pour ma part, jusque-là, nous ne sommes pas suffisamment indépendants. On va développer justement ce point parce que c'est le thème de cette première partie. Élisée Bologo, est-ce que c'est un avis que vous partagez? Mais moi, je pense que votre élément a été suffisamment clair et il a tellement bien dépeint la situation depuis les indépendances jusqu'à ce jour qu'en réalité, il n'y a pas trop grande chose à dire. Juste que moi, je note que on doit comprendre en fait que dans la vie des nations, il y a des étapes en fait. C'est vrai que quand on a eu l'indépendance quelques années plus tard, on était dans une sorte vraiment de confort avec le miracle ivoirien et tout ce qui a suivi. Ça, en tout cas, c'était la belle époque, c'est la belle période qui malheureusement n'a pas trop duré. Parce qu'après, on a eu ces crises successives qui aujourd'hui nous entraînent dans près de 3 décennies de crise. Mais comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il faut souvent poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est tombé dans toute cette situation pour être là? Moi, je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est qu'on n'a pas nous-mêmes, à notre niveau, intégré le fait que le développement devait partir de nous et non des autres, en fait. On a pensé que juste, c'est les autres qui devaient nous imprimer la ligne qu'on devait suivre. Les autres, quand vous dites les autres... Je vais dire que le colonisateur et puis tous les partenaires qui sont à côté devaient nous insuffler la dynamique à emprunter. Alors qu'en réalité, c'était à nous de porter notre développement comme il se devait. Il y avait cette première notion. La deuxième notion, il y avait un souci de vision. Il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est vrai que quand on a eu l'indépendance, le premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, avait inscrit le pays dans une certaine dynamique et il avait mis l'accent sur l'agriculture. Comme on le disait, généralement, l'agriculture était... le succès de ce pays reposait sur l'agriculture. Ouais. Mais après lui, quel était le modèle qui a été développé par tous ceux qui ont suivi? Bon, peut-être avant lui, mais tous ceux qui étaient dans l'entourage, quel était le modèle qui a été développé par la suite? Est-ce qu'on a essayé de diversifier? Est-ce qu'on a compris qu'on ne pouvait pas rester longtemps dépendant de l'agriculture parce que le monde moderne ne pouvait pas juste se reposer sur l'agriculture. Donc il y a eu un souci de vision arrivé à un certain moment qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes arrivés dans et après ça, donc la vision étant obstruée, on n'a donc pas une lisibilité sur l'avenir, ça crée des tensions, ça crée des troubles et la moindre étincelle a rallumé la flamme jusqu'à ce qu'on soit là où on est aujourd'hui. Mais je voudrais finir pour dire qu'au-delà de tout ça, on ne doit pas être fataliste. C'est vrai qu'une situation est arrivée, c'est vrai qu'on a vécu des moments difficiles, mais on a encore notre destin entre nos mains. On peut remettre le pays sur les rails et aller de l'avant et faire de notre pays vraiment le joyeux qu'on souhaite. Merci Félix Boni. Je dirais que si on fait la comparaison entre la Côte d'Ivoire de 1960, 1970, 80 jusqu'à maintenant, je crois qu'on a fait du chemin. La Côte d'Ivoire quand même a fait un bon qualitatif et on peut dire que c'est vrai, on n'est pas un pays développé,
mais on n'est pas aussi un pays moins loti. Je crois que la réputation qu'on a dans le monde entier déjà montre qu'on est un pays qui a marché. Toutefois, je souscris pleinement à ce que mes prédécesseurs ont dit et particulièrement à ce que Élisée vient de camper tout à l'heure. En 1992-93, moi j'étais en classe de terminale en 93. En 93, quand j'étais en terminale, la Côte d'Ivoire, en histoire et géographie, était un pays en voie de développement. D'accord. Nous étions en voie de développement, nous étions au même niveau que la Chine. Moins de 30 ans, presque 30 ans après, la Chine est un pays développé, hyper développé, qui même nous exporte son savoir-faire, qui nous vient en aide, vient nous aider à sortir, pas maintenant de pays en voie de développement, mais plutôt du sous-développement. Je dirais même qu'il y a 10 ans, nous, on nous classait parmi les pays, les PPTE, pays pauvres très endettés. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu suivre le rythme du développement. Il y a eu une période de stabilité, c'est-à-dire de 1960 jusqu'à 1980, il y a une période de stabilité qui a permis de doter ce pays de l'essentiel des infrastructures que dont ce pays dispose aujourd'hui. Après, à partir de 1992, c'est là que je rejoins Élisée. D'accord. À partir de 1992, alors que nous étions un pays en voie de développement, patatras, on rentre dans une autre sphère, la sphère de l'instabilité. C'est-à-dire, après la mort de Houphouët-Boigny, on rentre dans le multipartisme et on négocie mal notre entrée dans le multipartisme. On rentre dans l'instabilité politique et depuis ce temps, effectivement, pour reprendre encore Élisée Boulougbe, il n'y a plus de vision. Au temps d'Houphouët-Boigny, il y avait de la vision. C'est quand même un peu fort de dire qu'il n'y a plus de vision. Je le dis bien, il n'y a plus de vision parce que... je prends l'exemple du temps d'Houphouët-Boigny. J'ai suivi de bout en bout l'émission rappel historique que vous avez faite hier, qui a été rediffusée encore le soir. On a vu un peu les grandes visions d'Houphouët-Boigny au plan agricole, puisqu'il disait que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. On a vu les sodés, comment les sodés ont permis, quand je parle des sodés, sodés sucre, sodés riz, sodés fel, tous ces sodés pras qui permettent de développer au niveau animal. Aujourd'hui, quel est le plan pour le développement des ressources animales en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas une vision claire à ce niveau. Quel est le plan pour le développement de l'agriculture, pour ne pas dire de culture vivrière et tout ça en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas une vision claire. Quel est le plan pour même l'éducation en Côte d'Ivoire? Houphouët-Boigny avait même le plan pour l'éducation en Côte d'Ivoire. Il envoyait même des jeunes Ivoiriens à l'extérieur pour aller les former, pour qu'ils soient utiles dans des secteurs clés en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse les employer. C'est de cette vision-là qu'il s'agit. Donc le recul qu'on a eu est dû à l'instabilité, mais également au grand manque de vision, et vivement que l'instabilité s'arrête pour que ceux qui dirigent puissent, à tête reposée, planifier le développement du pays. Et je crois, comme tout le monde, je ne suis pas pessimiste, je pense que l'avenir est prometteur. D'accord. Je vais donner la parole à André Sylvain-Conon, mais je vais juste rappeler qu'il y a quand même la vision de la Côte d'Ivoire émergente, Félix Bonibe. Je vais laisser quand même je vais donner la parole. Dirai quelque chose. D'accord, il n'y a pas de souci. André Sylvain-Conon. Moi, je ne reviendrai pas sur tout ce qu'ils ont dit. Tout à fait. Et bien dit d'ailleurs. Mais j'aimerais convoquer donc la démonstration par l'absurde. Qu'est-ce qui fait qu'un pays comme la Malaisie, qui a eu son indépendance en 1951, qui a 329 000 km², donc à peu près la même superficie que la Côte d'Ivoire, qui a 31 millions d'habitants, donc un peu plus d'habitants que la Côte d'Ivoire, qui a une géographie à peu près pareille à celle de la Côte d'Ivoire, un climat à peu près pareil à celui de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui fait que la Malaisie est aujourd'hui parmi les tigres d'Asie et que la Côte d'Ivoire est à la traîne? C'est la problématique. Ce qui fait le succès de la Malaisie, c'est d'abord son système politique, son régime politique. C'est une monarchie constitutionnelle. Monarchie constitutionnelle. Cela veut dire que c'est un sultan, pas un roi, qui est élu pour 5 ans. Ils ont tenu compte de leur réalité sociologique pour adapter un régime politique. En Afrique, tout de suite, on a sauté pieds et mains liés sur le système que nous avait confié le colon. Première chose. Deuxième chose, c'est la vision économique. Ils l'ont déjà dit ici. La Malaisie est
en dépit des crises, parce qu'il y a aussi des crises politiques là-bas, le phénomène des gilets jaunes, des gilets jaunes et autres, mais en dépit donc de ces crises politiques, il y a un consensus économique, à savoir que le pays doit être régi par ce qu'on appelle les plans quinquennaux. D'accord. Voyez-vous, et dans ces plans quinquennaux, il y a trois fondamentaux. Le premier acte fondamental, c'est vraiment la maîtrise de l'inflation. C'est sacro-saint en Malaisie, la maîtrise de l'inflation. La lutte contre le chômage, c'est quasiment nul. Et puis, le troisième axe, alors c'est œuvrer pour que la balance commerciale soit absolument excédentaire. Voilà. Et donc, tant que... Donc, pour revenir au cas de la Côte d'Ivoire, justement, et donc, justement, dans nos régimes africains, parce que c'est pratiquement la même chose, hein, dans nos régimes africains, tant que on ne définira pas très clairement le régime politique qui est propre à nos réalités africaines, cela posera problème. Première chose. Deuxième chose, régime politique propre à l'Afrique, donc propre à la Côte d'Ivoire. Voilà, propre à la Côte d'Ivoire. En tout cas, est-ce que le régime politique qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, depuis 1960, est-ce que c'est propre à notre culture, à notre façon de voir? Moi, je vois des Ivoiriens qui disent « il nous faut un dictateur ». Il y a des Ivoiriens, y compris des intellectuels, moi je n'adhère pas du tout à cela. Ils le pensent, oui, je l'ai vu. Je n'adhère pas du tout à cela, mais il faut un consensus sur le régime politique. Ensuite, il faut une vision très claire. Le président Félix Houphouët-Boigny a axé le développement de la Côte d'Ivoire sur l'agriculture. Ce n'est un secret des personnes. Mais pourquoi il l'a fait? Du fait de notre culture. On est une culture, on est un peuple de paysans. Voilà, nos parents cultivaient la terre, c'est pour cela. Mais aujourd'hui, en 2021, ça n'est plus d'actualité. Merci André Sylvain Conon, vous avez bien compris. Franck Etienne? Mais moi, je ne vais pas revenir donc, sur tous les détails que mes prédécesseurs ont déjà dit. Je retiens juste que tout le monde est d'accord que le régime politique est pour une grande partie dans le ralentissement du développement de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, à côté du régime politique, je voulais qu'on mette un peu l'accent aussi sur le personnel politique. Parce que on peut avoir le meilleur régime, définir le meilleur régime. Si après, on n'a pas le personnel qui va avec, c'est compliqué. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je pense que c'est Félix Boni, qui a dit que Houphouët-Boigny, il avait une telle vision qu'il a fait partir certains Ivoiriens aller se former pour revenir. Mais quand ils se sont formés pour revenir, ce que Houphouët-Boigny a fait, et deux choses que Houphouët-Boigny a dites, certainement ça relève du mythe, mais dans ses actions de tous les jours, on a pu constater cela. Houphouët-Boigny qui a dit qu'on n'ira pas dans la bouche de celui qui grille les arachides. Mais c'est parce qu'on n'a pas regardé dans la bouche de celui qui grille les arachides qu'on est retombé. Vous estimez que c'est ce qui nous a conduit aujourd'hui à la situation? Oui, parce que tout à l'heure, tout le monde est d'accord que c'est le régime politique est en grande partie la cause de notre déchéance. Mais c'est Houphouët-Boigny qui incarnait ce régime-là. Quand il dit qu'on n'ira pas dans la bouche de celui qui grille l'arachide, donc l'Ivoirien qui allait se former aux bonnes méthodes et qui revient et qui trouve des gens, je veux dire la tribalisation comme quelqu'un l'a mentionné ici, qui trouve des gens et qui font ce qu'ils veulent et qui sont de façon impunie, à un moment donné, eux aussi, ça les fagocite. La deuxième chose, Houphouët-Boigny, toujours, c'est pour ça, moi, sincèrement, je ne suis pas de ceux qui sacralisent totalement Houphouët-Boigny, parce qu'il aurait été, je veux dire, rigoureux, qu'on n'aurait pas connu, que la Côte d'Ivoire n'aurait pas connu. Il a quand même permis à la Côte d'Ivoire d'être indépendante et de se développer sur certains plans. On le salue, on le saluera pour cela. Et Gbato l'a si bien dit, il dit on salue nos dévanciers, oui, on les salue. Mais ils n'ont pas toujours tout bien fait. Une deuxième phrase que Houphouët-Boigny a lâchée comme cela, c'est « la terre appartient à celui qui la met en valeur ». Non, la terre n'appartient pas à celui qui la met en valeur. La terre appartient à celui qui fait les papiers, qui fait les démarches et qui en tout cas, qui officiellement à la terre. Arrêtez Nkenda me réagir. Oui, Franck Etienne, tu ne peux pas parler à notre place. Tu dis tout le monde est d'accord que c'est le régime politique. Nous, on ne l'a jamais dit. Moi, je n'ai jamais dit que c'est le régime politique qui est le problème.
Parce que nous sommes sur ce plateau, nous portons notre propre parole. Donc je ne peux pas dire que tout le monde est d'accord. Ah, c'est ce que j'ai cru entendre. Tout le monde a mis... Nous ne l'avons pas. Moi, je ne l'ai pas dit en tout cas. Ensuite, quand Félix Boni dit qu'il n'y a pas de vision, je lui dis que ce n'est pas tout à fait vrai. Depuis 2011, il y a un président de la République en Côte d'Ivoire qui a une vision claire, précise, avec un projet de société, un programme de gouvernement. Et son dernier projet de société, c'est la Côte d'Ivoire solidaire. Et il a donc lancé les chantiers et tout. Ensuite, pour dire à André Sylvain-Conan qu'en sciences humaines ou en sciences sociales, il n'y a ni loi ni expérimentation possible. Et comparaison n'est pas raison. Ce qui fait le problème en Afrique, c'est que pourquoi les Chinois ont réussi? Les Chinois... comparaison. Voilà, par exemple. Oui. Je dis comparaison n'est pas raison, mais ce n'est pas une loi. Je peux prendre cet exemple. Je prends l'exemple de la Chine. Ils avaient un problème avec le Japon dans la Mandchourie. À un moment donné, ils se sont arrêtés pour dire, mettons-nous ensemble, Chiang Kai-shek, le général, et Mao Tse-tung, mettons-nous ensemble pour repousser l'ennemi. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit un système de valeurs où on ne se limite pas à la dimension affective. Tout à l'heure, dans nos propos, nous avons dit ce qui a tué les pays africains post-coloniaux, c'est surtout le problème du tribalisme. Et à partir de ce moment, il n'y avait que la dimension affective dans les trois dimensions de la culture politique qui étaient prises en compte. Donc, à partir de ce moment, le colon qui a donné un semblant d'indépendance se réjouit de savoir que les gens sont divisés et ils ne peuvent aller nulle part. Ce qu'il faut faire, c'est de concevoir un système de gestion de la cité qui nous est propre, mais qui est basé sur la valeur travail. Tu reviens au Guillaume Bateau. Il revient à la politique. Bon, je pense Merci, la parole est à Guillaume Bateau. Il revient au système politique. Il faut qu'on se comprenne. Voilà. C'est vrai que la politique est essentielle, mais est-ce que c'est le régime? C'est notre débat. Parce que Sylvain a parlé de monarchie constitutionnelle. Ça s'apparente à un régime parlementaire. Il y a les régimes présidentiels. Mais moi, je pense qu'au-delà de la nature des régimes, c'est la question même de la démocratie et des libertés individuelles et collectives. Et c'est cet élan que le parti unique a brisé. Parce que quand avant l'indépendance, il y avait la compétition politique. Sur la base de programmes, on avait le président Houphouët-Boigny et ses camarades étaient porteurs d'un projet. Face à lui, il y avait le Dignambayi qui était à la SFIO, local, c'est-à-dire la section ivoirienne de la SFIO. Il y avait le Parti progressiste, etc. Les gens se sont battus sur des bases idéologiques. Mais quand on brise cela et qu'on crée un parti unique où le débat politique n'a plus cours, où le génie des uns des autres s'exprime uniquement au regard de la pensée unique du chef unique, ça pose problème. Et je dis, le vrai problème de notre continent et de notre pays, c'est le parti. Et je dois dire sur ce plateau, ce que nous vivons actuellement, c'est en partie la résurgence du parti unique. Quand un homme politique parle et que tout le monde pense que ce qu'il a dit, c'est la Bible ou le Coran et que personne ne doit contester, alors qu'on sait qu'il a tort, et qu'on empêche les autres de parler, ça, ce sont les conséquences, les reliques du parti unique. Donc, si nous voulons être un État moderne, moi, je suis convaincu que la démocratie peut s'appliquer partout dans le monde. Et les Africains ne peuvent pas faire l'économie de la démocratie. Alors, pour refermer ce premier sujet, j'aimerais donc que vous nous expliquiez, enfin, que vous nous donniez votre avis rapidement, parce que lors de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est revenu dans les discussions, dans les débats, même sur les réseaux sociaux. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire est indépendante aujourd'hui, 61 ans après, rapidement? D'accord. Je commence par André Sylvain-Conan. Oui, moi, j'aimerais relever très rapidement que mon frère Aristide se perd très souvent dans cette démonstration. Non, il parle je de ne peux pas. Non, André, s'il te plaît. André, s'il te plaît, la dernière fois, tu l'as... Ah non, il faut que je rectifie ça. La dernière fois, tu l'as fait, je n'ai rien dit. Je ne me perds pas. Tu n'es pas là pour donner des notes. Alors, tu es là pour donner ton point de vue. Alors, quand on parle de comparaison, on n'est pas raisonné que tout de suite on cite la Chine alors qu'on parle de la Côte d'Ivoire. C'est super dans sa démonstration. Donc, bref, je ne peux pas te permettre de le dire. Merci de le laisser terminer. Je dis, tu ne viens pas donner des notes. Vous aurez votre temps de parole. La dernière fois, tu l'as fait, je n'ai rien dit. Tu n'as pas à me noter sur ce plateau. Merci Aristide. Je vais dire très concrètement, tout ce qu'on dit aujourd'hui tourne justement autour du régime politique. Parce que, voyez-vous, même la démocratie dont on parle, c'est dans le cadre du régime politique. Quand on prend le cas de la Malaisie, qui, pour moi, le cas, mais vraiment
je vais dire, l'exemple du parfait, c'est une monarchie constitutionnelle où on élit le sultan pour 5 ans, avec un premier ministre, avec une chambre basse, une chambre haute, un peu comme en Côte d'Ivoire et tout cela. Bref, mais je vais dire, évidemment, il faut des animateurs, il faut des gens, voilà, pour adhérer justement à ce régime. Mais moi, je vais répondre très clairement à votre question. Justement, j'attends la réponse. Oui. Est indépendante sur le plan administratif. En 1960, le colon, donc la France, a donné un papier pour que la Côte d'Ivoire, sur papier, soit indépendante. Il nous appartenait, dès lors, de trouver notre indépendance économique, notre indépendance politique, notre indépendance énergétique, Voilà, malheureusement, moi je n'accuse pas le parti unique. Pourquoi ? Quand bien même je suis un partisan de la démocratie, quand bien même je ne suis pas d'accord avec l'option prise par Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi ? Parce que entre 1960 et 1980, il y avait le parti unique et il y a eu miracle ivoirien. Ce qui s'est passé, c'est justement la dépravation du système de gouvernance marqué par le paternalisme. C'est pourquoi, justement, moi, j'adhère à l'alternance. Juste quelques secondes pour terminer. À un certain niveau, à un certain moment, on devient paternaliste et tout part. Félix Boni. La question est toute simple. La Côte d'Ivoire est-elle indépendante selon vous ? La Côte d'Ivoire est bel et bien indépendante depuis le 7 août 1960. Mais c'est nous, les Ivoiriens, qui n'avons pas su saisir l'indépendance. On a rompu le cordon ombilical, comme un enfant qui naît, qui rompt le cordon ombilical. Mais quand on a rompu le cordon ombilical, qu'on continue de venir manger chez son père, qu'on ne peut pas disposer de son propre domicile, de ses propres moyens pour se prendre en charge, pour être autonome, on n'est pas indépendant. Qu'est-ce qui devait être fait qui n'a pas été fait ? La Côte d'Ivoire, la phrase, j'allais dire, retentissante qu'a prononcé le président Félix Houphouët-Boigny, c'est « en vertu du droit inaliénable des peuples à disposer de lui-même, du peuple à disposer de lui-même ». Est-ce que nous disposons de nous-mêmes? Depuis 1960 jusqu'à maintenant, je pense que politiquement, la France a sa main dans nos affaires. Économiquement, ce n'est même pas la peine d'en parler. C'est-à-dire la France toujours contrôle pratiquement tout. Même au plan militaire, j'allais demander, est-ce qu'il n'y a pas de territoire en France pour que le 43e BIMA, les militaires qui soient là, soient campés quelque part là-bas? Pourquoi est-ce que les autres pays dans le monde n'ont pas de 43e BIMA et autres BIMA dans les différents pays? C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu nous affranchir véritablement de la tutelle. Et pour rejoindre les autres, moi je prends l'exemple du Japon que je connais. Le Japon s'est affranchi de tout le monde, s'est enfermé, a établi son système de gouvernance, a écrit même sa langue, s'est développé avant de s'ouvrir au monde. Nous on est là, on a toujours les mains tendues. Guillaume Bateau. Oui, je crois que, moi aussi je réponds clairement que oui, la Côte d'Ivoire est indépendante. Mais l'indépendance, ça ne veut pas dire l'isolationnisme. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes un pays indépendant. Mais on doit être conscient que le destin de la nation doit se construire. Moi, je reproche au président Houphouët-Boigny d'avoir fait le parti unique. Et moi, je dis, pour moi, l'une des causes de notre drame, c'est le parti unique. Ça, c'était le choix délibéré d'Houphouët-Boigny. Il aurait pu ne pas faire le parti unique. On a vu d'autres pays africains où ils n'ont pas fait le parti unique. Je prends le Kenya. Ils ne sont pas plus développés. Bon, ils sont un peu devant. Nos voisins ghanéens, c'est vrai, ils ont fait le coup d'état militaire, etc. Mais on voit bien que là où il y a la démocratie, depuis que le Ghana s'est converti complètement à la démocratie, on voit que le Ghana nous a même dépassés. Aristide ? Donc pour moi, je termine par ça. Le parti unique est la cause fondamentale de nos problèmes. Revenons à la démocratie et nous allons nous en sortir. Merci Guillaume Bateau. Aristide Nkenda. Une petite précision. Il y a une différence entre le régime politique et le système politique. Moi, je parle du système politique. Le système politique, c'est la structure politique et la culture politique. Et la culture politique, c'est les 3 dimensions, cognitive, affective, évaluative. C'est ce qui fait que vous avez votre particularité. Maintenant, pour venir à l'indépendance, je vous ai cité le cas des États-Unis, avec la loi d'émancipation. Les États-Unis étaient sous la couronne britannique, les 13 colonies. Mais ils se sont enfermés, ils ont décidé par des réunions, des lettres épistolaires, et ils ont proclamé la loi d'émancipation, ils sont devenus indépendants. Mais ce qui fait la force d'un pays, tous ces pays qui sont développés, c'est parce qu'ils travaillent. Et comme les gens parlent de démocratie et pensent que la démocratie, c'est seulement la liberté de bavardage, et qu'en réalité, c'est une liberté d'expression, s'exprimer, c'est agir pour l'avenir. Franck Etienne, pour terminer sur ce sujet rapidement. Sincèrement, je ne suis pas d'accord pour une fois avec Guillaume Bateau, qui parle qui s'arc-boute sur le régime politique. Pour moi, c'est le personnel. Le reste,
on peut discuter, on peut se débattre. Et Aristide l'a dit, c'est le travail. Ce qui nous manque en Côte d'Ivoire, c'est trop de bavardage. C'est pour ça que quand la question est posée comme ça, est-ce que la Côte d'Ivoire est indépendante? Moi, j'ai dit, ça fait partie du groupe de questions que moi j'appelle des questions inutilement tendancieuses. Voilà, c'est des questions sur lesquelles... Qui méritent d'être posées. Qui méritent d'être posées, certainement, mais je veux dire, c'est trop philosophique. Comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire? Mais elle est indépendante. La Côte d'Ivoire est indépendante. Merci. Maintenant, à nous de travailler... Donner le contenu. Voilà, de donner du contenu à cette indépendance. Merci Franck Etienne, merci à tous, on vous a bien compris. Nous allons donc aborder le deuxième sujet de ces échanges. Merci Guillaume Bateau. Donc nous allons aborder le deuxième sujet de ces échanges et c'est le décryptage du discours du président de la République. Vous le savez, à la veille de chaque célébration de l'indépendance, le président de la République prononce un discours et la rédaction de NCI est revenue sur les grands axes de ce discours. Le souvenir pour les combattants de l'indépendance, l'état de la nation, ses ambitions. Telles sont les grandes lignes du message à la nation du président Alassane Ouattara à la faveur du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Au plan politique, Alassane Ouattara est revenu sur le dialogue politique et ses récents développements. Nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale plurielle. Pour la première fois depuis 2 décennies, comprenant tous les partis politiques significatifs de notre pays. Ce dialogue, je l'ai poursuivi moi-même avec mon aîné, le président Henri Konan Bédié, le 11 novembre 2020, et plus récemment avec mon jeune frère, le président Laurent Gbagbo, le mardi 27 juillet 2021. Je salue la rencontre de mes 2 frères à Daoukro, 2 semaines auparavant. Une décrispation étroitement liée au chapitre judiciaire et à la cohésion sociale. Sur ces points, Alassane Ouattara s'est réjoui des actions en faveur de l'apaisement, dont un décret signé quelques heures plus tôt avec pour effet de gracier plus de 3000 condamnés et la mise en liberté provisoire de 69 détenus suite aux événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le chef de l'État a aussi évoqué la cherté de la vie. Afin de trouver une solution pérenne à cette problématique, le gouvernement travaillera au renforcement du contrôle et de la surveillance des prix sur les marchés, à l'amélioration de l'offre des denrées alimentaires, ainsi qu'à l'accélération du développement de l'industrie agroalimentaire. Autre question sociale au menu de ce discours, celle de la crise de la Covid-19. Si l'économie nationale, selon Alassane Ouattara, y a bien résisté, il faut pour lui franchir un cap dans la lutte contre cette pandémie. Je salue les efforts du gouvernement, dirigé par le Premier ministre Patrick Hachi, et je félicite l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie. Toutefois, la maladie est toujours présente avec l'apparition de nouveaux variants dans le monde. J'invite donc tous nos concitoyens à se faire vacciner, comme moi-même, et à continuer à respecter les mesures barrières. Une invitation à tirer dans la même direction pour consolider l'idéal d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le chef de l'État. La Côte d'Ivoire a besoin du génie et de la force de travail de tous ses enfants, notamment de ces jeunes et de ces femmes. C'est pourquoi nous allons accélérer l'accès des populations à l'éducation, à la santé et au financement des projets à travers la mise en place d'un nouveau programme social du gouvernement qui viendra consolider les bases du programme initial tout en mettant l'accent sur les zones de fragilité telles que le Nord-Est. Nous allons également poursuivre le développement du secteur privé et promouvoir l'émergence de champions nationaux afin de créer plus d'emplois pour nos jeunes. À ces défis, le président de la République, Alassane Ouattara, a ajouté un engagement essentiel, celui de garantir la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national face notamment aux velléités terroristes
aux frontières nord de la Côte d'Ivoire. Alors, plusieurs points donc abordés dans le discours du président de la République, le cas de la Covid-19, le cas de la cherté de la vie. Il y a plusieurs points, mais j'aimerais qu'on commence par un point qui était très attendu de son discours-là. C'est la libération des prisonniers, la demande faite par Laurent Gbagbo lors de la rencontre du 27 juin. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a eu une libération, mais plutôt des prisonniers de l'élection des personnes qui ont été donc arrêtées dans le cadre de la présidentielle de 2020, mais la liste donnée par Laurent Gbagbo, la demande faite par Laurent Gbagbo n'a pas été évoquée. Je commence par vous, Élisée Bolubé. Ben, moi, je pense que ça ne devait même pas susciter des débats, dans la mesure où le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il a rencontré le président Ouattara, il a dit que le président Ouattara libérait, il a demandé que le président Ouattara libère, mais l'opportunité de la libération revenait au président. Donc, dès cet instant, c'est le président qui décide, il a son timing. Donc, il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire dans 5 mois, il peut le faire dans 6 ans, il peut décider de le faire dans 1 année. Donc, et le président Laurent Gbagbo lui-même en est effectivement conscient. C'est pourquoi il dit exactement que l'opportunité du timing de la libération vraiment est du ressort du chef de l'État. Donc, à ce niveau, il n'y a vraiment pas de souci. Mais je crois aussi que ce qui a été fait le 6 août par le chef de l'État n'est pas quand même à mépriser, il n'est pas quand même aussi à jeter du revers de la main. Il a quand même posé des actes importants. Il a libéré, il a gracié, mais il a libéré aussi certaines personnes qui étaient rattachées à la crise post-électorale de 2010. Et nous tous qui avons été contemporains de cette situation, on a vu que ça, contrairement à ce que certaines personnes veulent faire croire, minimiser peut-être les impacts ou bien les violences de 2020, mais il y a eu vraiment de véritables violences. Le pays a été quand même un peu secoué. N'eût été, je dirais, le fait que les uns et les autres avaient encore en mémoire les relents de 2010 qui ont freiné certains dans leurs actions, peut-être qu'on aurait eu des bilans plus lourds. Donc moi, à mon niveau, j'estime que le président, qui aujourd'hui en réalité est le maître du jeu, ça, il ne faut pas aussi qu'on le voile, il est aujourd'hui dans une posture de maître du jeu. Et je crois que, le courrier envoyé par le président Henri Konan Bédié le 4, et aussi les propos même que le président Laurent Gbagbo a eu face aux femmes de ces détenus-là, eux-mêmes ont concouru à prouver et à démontrer qu'aujourd'hui, le président de la République est le maître du jeu. Félix Bonnet. Moi, je retiens une autre phrase qui n'a pas été dite là. L'examen de la situation d'autres personnes détenues, encore détenues, se poursuit. C'est-à-dire, c'est la mort, c'est un premier pas qui vient d'être posé. Quoi qu'on dise, la décrispation, ce début de décrispation ne date que du 27 juillet, c'est-à-dire il y a à peine une dizaine de jours. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a peut-être des mains serrées, un peu de souris, que systématiquement on prend une décision. On dit généralement que quand tu es trop heureux, il ne faut pas prendre des décisions. Et je crois que le président a juste fait un geste pour accompagner la décrispation politique qui a commencé. Le reste va suivre. Il ne faudrait pas désespérer que... Et puis, c'est un président de la République. Lui seul dispose des informations nécessaires par rapport à qui je peux libérer maintenant ou qui je pourrais libérer plus tard. Moi, je pense que dans les semaines, dans les mois à venir, au vu de l'évolution de la situation, d'autres gestes vont suivre et on pourra aller à une décrispation véritable. Pourquoi est-ce qu'ils ont libéré les prisonniers de la crise post-guerre 2020 Éventuellement, peut-être ce sont des prisonniers pour qui la situation est peut-être moins aggravante par rapport aux précédents. N'oublions pas que ceux qui sont là-bas, il y a quand même des officiers de l'armée qui sont dedans, tout et tout. Peut-être par prudence, il y va progressivement. Et c'est un acte qui pose, certainement qu'il en attend d'autres formes de décrispation de ses opposants politiques. Et puis après, il ira au large, comme on le dit. Franck Etienne. Moi, je veux dire que Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié ne pouvaient pas s'attendre à mieux. Parce Pourquoi? que on est vraiment sur un terrain totalement politique en ce moment précis. Et des événements se sont passés bien avant ce discours. Il y a eu la rencontre Bédié-Gbagbo, il y a eu la rencontre Gbagbo-Ouattara. Ensuite, et à la veille du discours, il y a eu ce courrier envoyé par Henri Konan Bédié. Donc, tout ça peut prêter à interprétation quand même. On peut dire, écoutez, est-ce que les gens ne veulent pas forcer peut-être la main au président de la République? Il est politicien et puis il est président. Donc à un moment donné, il se donne la liberté de faire un certain nombre de choses. Mais il ne faut pas quand même, comment on appelle ça, faut quand même voir dans ce geste-là quand même une amorce et puis l'encourager à continuer. Guillaume Bateau. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas rejeter
du revers de la main les libérations qui sont intervenues parce que c'est toujours une bonne chose qu'un père de famille, aucune mère de famille rejoigne sa famille. Exactement. Donc, bien entendu, moi, je suis content pour ceux qui ont été libérés. Ceci dit, je pense que le président Ouattara, quand j'écoute mes confrères sur ce plateau, j'ai le sentiment qu'il est dans une dynamique de chantage. Je crois que, oui. Mais on est sur un terrain politique. Je crois que le président Ouattara, qui aujourd'hui a une opportunité historique de sortir notre pays de la crise, doit prendre ses responsabilités. Il n'a pas à jouer au chat et à la souris avec les prisonniers. Ceux qui sont en prison depuis 2010, même si c'est les officiers généraux, même si c'est les officiers supérieurs, je pense qu'ils sont suffisamment payés. Il faut que le président Ouattara se mette dans la peau du chef d'État, du président de la République, et qu'il dise la stabilité qu'il appelle de ses voeux passe par une décrispation totale, et non par des gestes au compte-gouttes. Lui-même l'a dit, il y a la menace terroriste à nos portes, mais on ne peut pas faire face efficacement à cette menace terroriste si on continue de faire des petits jeux, Moi, je dis, aujourd'hui, le président Gbagbo est revenu, il lui a reconnu son titre de président de la République en se déplaçant chez lui au palais présidentiel, en lui donnant du « Monsieur le Président ». Il doit comprendre que, et le président Gbagbo lui-même l'a dit, à partir du moment où moi-même, qui ai donné les ordres, je suis dehors, il n'y a pas de raison que ces officiers généraux, je ne suis pas sûr, parce que les affaires criminelles, je ne suis pas sûr que les Dogboblé ou les Vagba Fossigno avaient des pistolets dans les quartiers en train de tirer sur les gens. Ils ont peut-être leur responsabilité en tant que supérieur hiérarchique, mais je ne suis pas sûr que c'est eux qui avaient les calaches. Donc, il faut que le président Alassane Ouattara, si tel est son intention, parce que quand j'écoute mes confrères, c'est ça, bon, il va prendre son temps. Non, il ne s'agit pas de temps, il s'agit de vie d'être humain. Merci. Il s'agit de vie de famille. Merci Guillaume Baton, on a bien noté. Aristide, on va aller à la pause et au retour, je donnerai la parole à Aristide et à André Sylvain Conon sur ce point-là. Prenez en cours, nous sommes donc dans NCI 360 et en ce moment, nous sommes en train de décrypter le discours à la nation du président de la République, un discours prononcé donc à la veille de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et le point que nous abordions justement était la libération des prisonniers, le fait que la liste transmise par le président Laurent Gbagbo ou la doléance du président Laurent Gbagbo n'a pas été citée, n'a pas été mentionnée dans ce discours. Aristide et ensuite André Sylvain. Oui, c'est pour ça que je disais la dernière fois qu'il n'y a pas deux présidents. Il y a un seul président de la République. Et je crois que je suis d'accord avec Félix qui dit que le timing du président, c'est son timing. C'est lui le chef de l'État, c'est lui le président de la République. Maintenant, vous allez me permettre de citer Jacques Attali, qui, dans une chronique en 2018, disait dans l'hebdomadaire L'Express qu'un président de la République, n'est-ce pas, laisse des traces par l'action qu'il mène et ou par la manière dont il gère les difficultés qu'il rencontre, par le hasard des circonstances qui croisent son chemin lors de l'accomplissement de sa tâche à la tête de l'État. Et vous voyez bien que dans ce discours, ce qui retient mon attention, c'est le début du discours. Parce qu'au début du discours, il cite le père fondateur, il fait ce rappel, il cite les deux premiers ministres qui nous ont quittés et tous ceux qui ont accompagné le président Félix. Pourquoi? Parce que aux grands hommes, la patrie doit être reconnaissante. J'avais dit sur ce plateau qu'il faut qu'on panthéonise, n'est-ce pas, les héros nationaux. Et je crois que en entamant son discours par ce rappel, c'est le souvenir, c'est construire la colonne vertébrale, parce que quand on n'a pas de colonne vertébrale, on est à genoux. Donc, il faut véritablement que l'on tienne compte des exemples, parce qu'il y a inversion du système de valeurs, et l'Afrique a besoin d'exemples, et on ne pourra s'en sortir que parce qu'on admire ceux qui sont des exemples. Et jusque-là, je pense que ça nous manque énormément. Merci. André Sylvain Conon. Alors, moi, je note dans ce discours qu'il a fait référence à 3 personnalités politiques. Dans son référent politique, son père, le président Félix Houphouët-Boigny, et puis les 2 premiers ministres de fin, qui sont ses fils, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le premier ministre Ahmed Bakayoko. J'ai noté aussi qu'il a eu 2 regrets. Voilà. Il a dit très clairement, c'est rare que dans un discours politique, les hommes politiques admettent des regrets.
ça peut être des euphémismes pour parler d'erreur. Mais en tout cas, il a admis 2 regrets. Le premier regret, c'est donc la hausse des prix sur le marché. Et puis, avant d'arriver sur la hausse des prix, justement, on a prévu en parler. On est encore sur la libération des prisonniers politiques. Rapidement, votre commentaire sur... Je vais en venir. Mais puisqu'on ne sait pas très bien le temps dont on va discuter. Et puis, il a eu une réponse à l'opposition qui est passée souvent inaperçue dans le décryptage des analystes. Il a dit, à peu près, je suis le père du dialogue direct, du dialogue inclusif. Il a dit dans son discours. Donc, en définitive, pour lui, tout ce qui se passe depuis 2017-2018 sous le Premier ministre Gon, le dialogue avec l'opposition, tout ça, pour lui, c'est le dialogue inclusif. Et puis, il y a eu donc le retour de mon aîné et de jeunes frères. Bon, c'est bien sûr que cette fois-ci, il n'a pas ajouté cher. Et surtout, il y a cette ambition, il l'a dit, la transformation de la Côte d'Ivoire. Mais là-dessus, moi, j'ai quelques réserves quand même. Parce que je prends 2 exemples. Le premier exemple, c'est par exemple la carte mutuelle d'assurance, la CMU. Mais voyez-vous, c'est un projet majeur et intéressant, une très bonne idée. Sauf qu'on a aujourd'hui une carte CMU qui est la plus inutile au monde. D'autant que vous pouvez avoir cette carte d'assurance mutuelle qui ne vous donne pas forcément droit à une assurance maladie, une assurance... Moi, je continue de payer, par exemple, mon assurance privée, alors qu'il y a cette carte mutuelle. Maintenant, il y a, en termes de transformation de l'économie et autres, le gouvernement actuel a mis en place un système que de nombreux Ivoiriens ignorent. C'est l'autorité de régulation du système d'entreposage, des récépissés d'entreposage, arrêt. Mais voyez-vous, c'est la base du développement parce que aujourd'hui, certains parlent de la Chine, moi je parlais de la Malaisie et autres. Quand vous remontez dans l'Égypte pharaonique, c'était l'entrepôt qui a fait la fortune de l'Égypte. Malheureusement, on a un système où les dirigeants, bien sûr, ils se battent pour pouvoir le faire connaître auprès des producteurs et autres, mais que le gouvernement lui-même ne met pas en puissance. Alors que nous sommes dans un système basé sur l'agriculture. Maintenant, pour revenir à la libération, moi, j'ai été marqué par un fait, c'est que Justin Kwa, qui a été arrêté en septembre, donc justement, en septembre 2020, dans les cadres, justement, en marge de la présidentielle qui a eu lieu en octobre, Justin Kwa n'a pas été libéré. Pourtant, au moins une personne que je ne citerai pas, qui avait été arrêtée avant lui, soit en mai 2020, donc même pas dans le cadre de la crise électorale, a été libéré. Bon, je ne sais pas très bien ce qu'on lui reproche, mais je note que ce qui a servi comme argument pour la libération de ces personnalités-là n'a pas prévalu en ce qui le concerne. Une chose est certaine pour terminer, c'est que le président Alassane Ouattara a montré très clairement qu'il est le métronome. Il a les cartes en main. Et de l'autre côté, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo ont aussi montré à travers leur discours qu'ils continuaient de discuter avec lui. Merci André. Félix Boni. C'est ce que je disais tantôt. Je pense qu'on parle du président de la République. Et si on parle du président de la République, c'est quelqu'un qui a son agenda, son calendrier, il a ses préjugés, il a ses informations, il a ses renseignements, et il prend des décisions en fonction d'un certain nombre d'éléments. Le cas dont vient de parler André, ça peut être peut-être inscrit sur l'agenda du président de la République par rapport à des éléments dont il dispose. Et donc, on ne peut pas préjuger de pourquoi le président a posé tel acte par rapport à une libération de prisonniers ou ne l'a pas fait pour tel. C'est vraiment très compliqué. Par contre, comme nous sommes dans le décryptage, déjà plus ou moins dans le décryptage du discours, dans la logique d'André, il y a des éléments quand même dans le discours du président de la République qui m'interpellent en ce qui concerne la réconciliation. Parce que moi, j'ai pour principe de dire que la réconciliation, c'est vrai. Les leaders politiques constituent la locomotive de la réconciliation. Mais la locomotive, elle tire un certain nombre de wagons. C'est-à-dire le wagon, c'est le peuple. Eux, c'est les locomotives, mais les wagons, c'est le peuple. Et les wagons sont beaucoup nombreux. Et
Même si la locomotive continue la force, je prends la locomotive pour 40% de la réconciliation. Je le disais tantôt sur les antennes de confrères internationaux il y a quelques jours, le président de la République a décidé de s'inscrire dans la dynamique de la réconciliation. Mais il faut sortir de la réconciliation des discours pour qu'on rentre dans la réconciliation des actes. Je prends par exemple dans la phrase du président. Mon ambition est d'aller encore plus loin dans la transformation et l'amélioration des conditions de vie de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, nous devons être unis. Le président appelle à l'unité de la nation. Il a salué les gestes forts qui ont été posés entre lui et Laurent Gbagbo et également la rencontre même de Daoukro. Il ajoute ceci également, une phrase à laquelle j'adhère pleinement. Un peu plus rapidement, Félix Boni. La Côte d'Ivoire a besoin du génie. Permets que je... Guillaume, s'il te plaît. Félix, c'est à moi que vous parlez. Vous parlez aux téléspectateurs. Merci. Permets-moi de parler. Merci de continuer. Voilà. La Côte d'Ivoire a besoin du génie et de la force de travail de tous les enfants, de tous ses enfants. En même temps que le président a tenu ce discours, cette belle phrase, moi, je ne l'ai pas senti dans les actes. Le même jour, on venait de faire des nominations qui ne se sentent pas véritablement dans l'inclusivité, ce que j'appelle l'intégration économique, la réconciliation par l'intégration de l'ensemble des Ivoiriens. Et moi, je souhaite que la réconciliation descende dans ce domaine. Je rêve de voir une réconciliation des mérites en Côte d'Ivoire. On sortira des clivages politiques parce que les gens ne suivront plus servilement les hommes politiques. Ils serviront des gens qui peuvent leur permettre d'avancer. Merci Félix Boni. Guillaume Bateau. Oui, mon ami et frère Boni, moi, il me fatigue parce qu'il dit une chose et exactement son contraire. Je suis désolé. Si le président... Oui, je vais t'expliquer. Oui, explique-le. Parce que sur la question de l'inclusivité, le président aussi a son timing. Pourquoi tu veux qu'il le fasse maintenant? Peut-être que le président attend. C'est qu'on a toujours le temps. Félix, on va le laisser terminer. On vous a bien écouté. On va bien écouter, on va le laisser terminer. Vous aurez votre temps de parole. Tu dis une chose et son contraire. Oui, je vais te répondre aussi. Le président de la République a son timing. Mais il doit avoir son timing partout. Jusqu'à même nos libertés. Là, on ne parle pas de timing. Ah oui, si, parce que tu dis non, il faut être cohérent. Mais le président de la République, je suis très cohérent, mon cher ami. Félix Boni. Le président de la République, c'est à son niveau. On va le laisser terminer. On va le laisser et on va vous donner la parole. Parce que les amis, il ne faut pas qu'ils jouent au chat et à la souris avec les réalités. Ou là où je suis d'accord avec lui, c'est que le président de la République tient un discours qui n'est pas suivi d'actes. Si le président de la République veut qu'une Côte d'Ivoire unie, mais ils sont les gens qui sont en prison. C'est ça qui est la cohérence dans le discours. Si le président de la République veut que notre pays se mette ensemble pour faire face au terrorisme, mais il impose des actes. Mais quand on me dit non, mais c'est le président de la République, il a son temps, mais il a son temps pour tout alors. J'en viens maintenant sur l'ensemble du discours. Parce je suis intervenu sur cette affaire de prisonniers, c'est pour ça que je voulais répondre à Félix, il dit le président a son temps, et en même temps il dit le président n'a pas fait ceci. Si on a le président on va vous donner la parole. Deuxième chose. Sur le discours lui-même, le président dit beaucoup de choses, des généralités. Il dit par exemple, nous allons transformer, chercher à améliorer l'offre. Comment? Parce que c'est ça qu'on attend. Il dit, nous allons transformer, améliorer l'industrie agroalimentaire. Comment? Il dit beaucoup de choses qu'il va faire, mais il ne dit pas comment et où il va trouver les ressources. Parce que c'est ce qu'on attend d'un président de la République. Et non des généralités. Malheureusement, ce discours du président Alassane Ouattara, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont annoncées, mais qui restent dans les généralités. Je termine par l'annonce qui me semble importante. Il dit qu'il va y avoir un nouveau programme social qui va venir consolider les bases du précédent. Mais est-ce qu'on a fait le bilan du précédent? Programme social du gouvernement. Est-ce qu'on a fait le bilan du précédent? Il faut que le président nous dise, il a fait ce programme social du gouvernement, quel est le bilan? Merci, Guillaume Bateau. Quelles sont ses satisfactions pour qu'il lance encore un nouveau programme? Merci. On va permettre à Félix de réagir rapidement avant de donner la parole à Franck Etienne. Pour revenir à ce que je viens de dire... Pas pour répéter les mêmes choses. Non, je ne répéterai pas la même chose pour ne pas que Guillaume pense qu'il y a de l'incohérence. Mais quand tu parles de questions sécuritaires, un président qui doit libérer un prisonnier, le prisonnier il a une durée de présence à la prison qu'il doit purger. Et le président peut décider de libérer un prisonnier quand il veut. Cela n'empêche qu'au plan social, lorsqu'il y a un problème de réconciliation au plan social, et qu'au plan social, tout le monde reproche peut-être ce qu'on appelle le rattrapage, que ce rattrapage n'est pas fait. Pour mettre fin au rattrapage, il y a aussi un timing pour ça. Il y a un calendrier pour le timing. Je pose la question. Le prisonnier, il a un calendrier, il y a un timing pour lui en prison. Il
Il y a un timing pour le rattrapage, c'est la question que je pose. La phrase que je relève, quand le président parle de l'inclusivité au niveau de l'emploi à la Côte d'Ivoire qui a besoin de tous ses enfants au travail, et que le même jour, dans les nominations... Merci. Non, pas du tout. La liste de ceux qui ont été nommés, Guillaume Bateau, on vous a très bien écouté. On vous a écouté pendant votre parole. Mais les Ivoiriens ne sont pas d'une seule zone, mon cher ami. Et c'est ce que tout le monde repose. Aujourd'hui, quand les Ivoiriens regardent la télévision, ils regardent les noms. Et si tu es journaliste comme moi, ceux qui écoutent les gens, si tu écoutes bien ta population, journaliste comme moi, que tu écoutes bien ta population, tu te rendras compte de comment les gens font le décryptage des discours et des noms qui passent. Et tu sais que ce dont ils sont en train de parler, c'est en Côte d'Ivoire. Merci. On en parle partout. Merci Félix Bonny. Il faut que tienne. Félix Bonny n'avait plus la parole. Je voulais revenir sur deux choses qui ont été dites par le président et qui, pour moi, sont fondamentales. C'est des choses, je veux dire, qui ont montré que le président, en tout cas, il a écouté un peu le cri des populations et c'est un discours honnête. Quand il dit « je regrette », je regrette la flambée des prix sur les marchés, je regrette la période de délestage. Je veux dire, c'est un discours totalement honnête et qui prend à contre-pied presque certains de ses partisans qui, sur la flambée des prix, laissaient croire que ça relevait du mythe. Deuxième chose, sur le délestage, le président n'évoque même pas la cause naturelle de pluie qui nous avait été servie. Il a été clair, c'était des pannes et ces pannes-là sont en train d'être jugulées, de nouvelles centrales sont en train d'être construites et ça va permettre de régler le problème définitivement. La chose sur laquelle je voulais revenir et attirer l'attention du président et du gouvernement, c'est quand le président parle de champions nationaux. Mais depuis l'opposition, il nous avait proposé, dans son programme, il parlait déjà de champions nationaux. Il est là, ça fait plus de 10 ans. On ne peut pas aujourd'hui, à part peut-être Adama Bitogo qui a tous les marchés pratiquement du pays, à part Fabrice Awignon. Tous les marchés du pays, oui, c'est quand même exagéré, non? Non, quand je dis tout, quand même, c'est une façon de parler. Nous sommes sur un plateau de télévision, donc il faut parler normalement. Adama merci de le laisser terminer. Est dans la construction, Adama Bitogo est dans le transport, Adama Bitogo est dans le charbon, il est dans le passeport. C'est le seul champion national que je reconnais. Peut-être que sur le plan de la communication, on va peut-être parler de Fabrice Awignon qui a un certain nombre de marchés, mais il y a encore beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'entreprises qui sont là et qui ont besoin aussi vraiment de respirer. Voilà. Et donc, que le président rende de façon concrète rapidement, ce programme de championnat. Juste une précision et pour dire à Félix, parce que j'ai eu froid au dos quand Félix dit que c'est les noms qu'on nomme. Non, en réalité, on peut porter un nom... Oh, désolé, il y a plusieurs noms, on peut porter un nom, mais... Laissez-moi finir. On va faire le débat. Laissez-moi finir. C'est de l'autorité publique, c'est ce qu'on a fait. Félix Bonny, merci de laisser Aristide parler. On n'a pas la parole. On nomme des Ivoiriens. Guillaume, c'est pas et toi qui on peut dirige le porter débat. un nom, ne pas appartenir à la région. Ce qui a plongé les premiers théoriciens de la géopolitique, c'est le déterminisme géographique. Et quand on va dans le déterminisme géographique, on se perd toujours. Donc, ce que je disais, le tribalisme qui est exacerbé. Mais je crois qu'on nomme les Ivoiriens et non les noms. Élisée, pour finir sur ce sujet-là. D'accord. On va tous appeler à un groupe de... Félix Bonny, vous n'avez pas la parole. Élisée Bolugbe a la parole. Merci beaucoup. Je note juste qu'à travers tout ce que je suis en train d'entendre là, que la critique est souvent aisée, mais à la pratique, c'est difficile parce que les journalistes sont toujours prompts à lancer des missiles aux gens, surtout aux hommes politiques. Mais là, en termes de discipline, vraiment, on n'est pas très sur le plateau ce soir. C'est ce que je constate. Merci de le reconnaître. Il va falloir qu'on fasse un peu d'effort. Il va falloir qu'on fasse un peu d'effort. Voilà, revenons au discours généralisé. On revient. Merci de laisser Élisée développer. C'est encore l'illustration. Mais revenons au discours du président de la République. Moi, je voudrais dire déjà qu'il faut noter quelque chose d'essentiel. Depuis 2011 que le président est là, pour moi, c'est le discours le plus bref du 6 août qu'il a fait. Vraiment, c'est le discours le plus bref. On a vu que le président est allé vraiment à l'essentiel. Quand je parle de l'essentiel, ça dit aujourd'hui, il a plus ou moins jaugé l'atmosphère. L'atmosphère est propice à la réconciliation. C'est sur cet axe-là qu'il est allé vraiment à fond en disant déjà les chantiers qui avaient été faits, en disant déjà ce qu'il envisage faire. Et même quand il parle des acteurs politiques, il cite
ses adversaires politiques qu'il a rencontrés, et même il salue leur rencontre et autres, tout ça. Vraiment, il a voulu rester dans cette dynamique-là, de mouvance, de cette atmosphère-là. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Au-delà de ça, comme certains ont eu à l'évoquer ici, il a évoqué des éléments essentiels de la nation. Il a fait preuve à un certain niveau, moi, selon mes observations, d'humilité, en reconnaissant dans un premier temps les questions liées à la cherté de la vie et les questions liées à l'électricité. Parce que vous savez que ça fait l'objet d'un large débat. À chaque fois, on a vu que ceux qui avaient à charge ces dossiers-là sont montés au créneau pour essayer d'apporter des justificatifs. Mais lui, en le disant, il reconnaît qu'au-delà de ce que mes ministres ont pu dire, la population, effectivement, a souffert de cette situation et je reconnais. Et en tant que responsable, c'est de notre devoir de pouvoir le résoudre. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a eu quand même un sens d'humilité. Maintenant, deuxièmement, je suis aussi d'avis, qu'on aurait peut-être souhaité entendre d'autres éléments plus bon, je dirais, dans les détails. Mais dans les détails, c'est-à-dire comment ça va se faire, le mécanisme va se faire et tout ça. Mais comme je le disais tout de suite, il a voulu jauger, il a voulu plutôt s'appuyer sur l'atmosphère du moment. N'allons pas dans les détails de certaines choses qui peut-être tout de suite vont commencer à faire dresser des antennes. Allons juste dans cette atmosphère-là. Les détails seront déclinés au fur et à mesure dans les programmes du gouvernement. Quand on parle de programme social, généralement, c'est précédé d'un séminaire au cours duquel on nous dit exactement ce qui va être fait. Donc je pense que tout ce qu'il a dit, cette généralité sera déclinée au fur et à mesure, certainement par les ministères concernés, ou au cours d'un séminaire, ou au cours même des... Merci Élisée. André-Sylvain Conan, qui attend depuis. Oui, je note qu'il a adressé ses félicitations au Premier ministre Patrick Kachi. Je crois que c'est l'une des félicitations publiques depuis la nomination. Vous savez, le président Alassane Ouattara, je le dis de façon constante, il est une personnalité qui ne place pas au hasard ses mots. Donc, quand il cite des noms, voilà. Concernant la question des regrets, je note que, sans le dire formellement, il a noté quand même que, en ce qui concerne le délestage, il y a eu un problème structurel. Puisque, bien sûr, dans son discours, il a dit que c'est un problème conjoncturel. Mais il a ajouté tout de suite qu'il y a eu la construction de centrales, donc problème structurel. Ce que je note aussi, c'est justement le fait de la transformation. La transformation. Voyez-vous, on ne sera jamais l'éléphant d'Afrique comme la Malaisie est un tigre d'Asie, tant qu'on ne transforme pas localement. Voyez-vous, c'est une hérésie économique que de prendre une bonne partie de notre cacao et de l'envoyer à l'extérieur. Imaginez un peu que des pays africains aillent en Europe acheter du blé bord-champ et viennent le transformer dans leurs pays respectifs. Cela n'a aucun sens. Et tant qu'il n'y a donc pas une politique très claire, très ferme, visant à la transformation de nos matières premières, donc apporter une plus-value à notre économie, tout ce qu'on fera, ce sera vraiment difficile parce que notre balance commerciale sera toujours déficitaire. Guillaume Bato, assez rapidement sur moi, ce point. Moi, je me réjouis que mon confrère Élisée reconnaisse la fin que le président reste dans la généralité. Et il espère que le président ou les ministères techniques vont venir décliner. Mais moi, je commente le discours du président. Et quelqu'un a dit qu'il a reconnu, il a fait des regrets. Nous, on n'a pas besoin des regrets du président de la République. Nous, on a besoin des solutions. Comme nous l'avons promis en 2010. Moi, Guillaume Bato, ce que j'attends du président de la République, ce n'est pas de venir, je regrette. Moi, excusez-moi. Non, monsieur le président. On a besoin des services, on a besoin d'améliorer la qualité de la vie. Il le dit, mais il le dit comment? Il va le faire comment? Avec quelles ressources? Où il va les trouver? Voilà les questions que moi je me pose. Donc, que le président exprime son regret. Bon, c'est gentil de sa part. Il a même dit, oui, je remercie mes compatriotes qui ont été compréhensifs sur les délestages. Nous, on n'a pas été compréhensifs, on est fâchés. On est fâchés. Parce que nous, on a du matériel qui a été bousillé. La compagnie d'essai n'est pas prête à nous rembourser. Donc, il y a beaucoup de questions. Donc,
Vraiment, il nous a dit qu'il nous a compris, mais nous, on n'a pas été compréhensifs. On est fâchés, on cherche où nous adresser pour que la CEI règle nos problèmes. La CEI. Aristide Kenda veut réagir. Mon ami Guillaume Bateau, est-ce que c'est dans un discours, lors de la célébration de la fête de l'indépendance, qu'on explique où on trouve les moyens? C'est un discours solennel. Et on propose ce qu'on va faire. Et Alassane Ouattara a toujours dit, je sais chercher l'argent, je sais travailler, et il dit tout ce qu'il fait. Et on a vu les preuves durant tous ces 2 mandats, et même le 3e qui l'entame à la tête de l'État. On peut pas... ça, c'est notre discours. Aristide, merci. Guillaume, ce n'est pas lors d'un discours à la nation que l'on développe, où on va trouver les moyens. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que il faut, et j'insiste là-dessus, qu'on s'approprie notre propre système de gestion de la cité. Je parle bien du système de gestion de la cité. Alors moi j'aimerais juste qu'on évolue. Donc, le président a abordé plusieurs points. On est revenu, c'est vrai, sur certains points. Mais il y a un point quand même qui est important, c'est la crise sanitaire, parce que c'est un point qui a induit, en fait, qui a conduit un peu la célébration de cette année dans la sobriété. Et il y a un geste qui est important du président, c'est qu'il commence son discours en enlevant son masque. D'abord, il apparaît masqué, il enlève le masque, comme pour dire la maladie existe, la Covid-19 est là, et pour sensibiliser les populations au respect des mesures barrières. André Sylvain-Conon, tu voulais réagir sur ce point? Sur ce sujet, j'ai entendu dans les discours du président qu'il invite les Ivoiriens à se faire vacciner. Comme il s'est fait vacciner lui-même, je pense que la meilleure pédagogie aurait été que les Ivoiriens voient leur président en train de se faire vacciner. Parce qu'il y a tellement de théories, des plus folles aux plus complotistes, qui circulent sur les vaccins, que, comme on l'a vu pour le Premier ministre Patrick Achi, que les Ivoiriens voient leur président en train de se faire vacciner. Ça aurait été l'une des meilleures pédagogies, par exemple, et l'une des meilleures campagnes de sensibilisation. Et autre chose, c'est qu'en même temps qu'on célébrait la fête de l'indépendance avec sobriété au palais présidentiel, en même temps, il y avait un concert à Bobo. Voilà, et donc, où on a quand même une maire qui est quand même ministre d'État, qui est membre du gouvernement, personnalité, voilà. Je veux dire, le discours doit rester cohérent. Et je l'ai dit de façon constante, la meilleure pédagogie est celle de l'exemple. Vous ne pouvez pas espérer d'un peuple qu'il adhère à un discours tant que vous-même, vous ne donnez pas l'exemple. Franck Etienne. Oui, justement, je rebondis exactement sur ce que André a dit, c'est que moi j'ai eu la chance de célébrer donc l'indépendance dans une sous-préfecture Brofo-Doumé. Là-bas, le sous-préfet a tenu à ce que ce soit dans la sobriété. Et après, à 20h, quand j'ai regardé la télévision, j'ai vu qu'il y avait différentes formes de célébration. Il y a des endroits... La sobriété n'était pas nationale. Voilà, la sobriété n'était pas nationale. Et ça. Mais je voulais revenir, si vous me le permettez, quand même sur une partie du discours, sur la sécurité. Le président a proposé quand même une solution sur la sécurité, je vais dire, au niveau de la lutte contre le terrorisme. Il a proposé un début de solution qui n'est pas si mal. Et il a proposé que, au niveau de, je vais dire, au niveau de l'emploi jeune, au niveau de tous les mécanismes qui seront mis en place pour pour résorber le chômage des jeunes, et que ces mécanismes soient accentués au nord-est de la Côte d'Ivoire, où il y a des jeunes qui sont forcément aujourd'hui en proie à qui sont des proies faciles pour les terroristes. Gangwato voulait réagir. Oui. Alors, sur la question de la pandémie, je pense que je suis d'accord avec André. On n'a pas vu le président se faire vacciner. Bon, il dit qu'il l'a fait. On considère que c'est vrai. C'est quand même le président de la République, oui, non, on le croit, il a fait. C'est vrai. C'est pas ça qui est le problème. Moi, je pense que le gouvernement doit faire un effort pour rapprocher les centres de vaccination des populations. Moi, je cherche à me faire vacciner depuis quelques jours. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut quitter. Moi, je travaille à la Riviera Palmeraie. On me dit le centre le plus proche, c'est le CHU de Cocody ou au Palais des Sports. Je pense qu'il faut faire un effort pour que les centres de vaccination, j'ai vu quelques moments des centres mobiles, il faut accentuer.
Parce qu'effectivement, André l'a dit, il y a beaucoup de théories sur la vaccination, il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc, il faut que le gouvernement se mobilise sur la question de la vaccination. Il faut qu'on multiplie les centres de vaccination. Et il faut qu'on puisse même aller dans les entreprises pour vacciner des gens pendant les pauses, etc. etc. Mais moi, je pense que ce n'est même pas la solution. Merci, on va il y a le laisser que 1 million de doses. Oui, mais au fur et à mesure que les doses arrivent, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on a vu les plans vaccinaux dans plusieurs pays par catégorie. Ce n'est pas toute la population tout de suite qu'on choisit, par exemple, les points qu'on a dit, les infirmiers, après les militaires. Merci, Guillaume Bateau. Donc, je dis le président, comme lui s'est déjà vacciné, il faut que tous les autres ministres aussi, on les voit en train de se faire vacciner. Merci, Guillaume. Et puis, bon, voilà, ça va nous encourager. Élisée, vous avez la parole maintenant. D'accord. Moi, je voudrais juste dire quelque chose. Hein. Pour rejoindre un peu Guillaume, c'est peut-être vrai qu'il faut aussi peut-être mettre sur place plusieurs centres de vaccination. Mais sur la question de l'exemplarité, il faut qu'on voie le président se faire vacciner. Ça va certainement servir de leçon et tout ça. C'est peut-être vrai. Mais moi, je trouve que ce n'est pas forcément... C'est pas utile. C'est pas utile. Le président, il vient, il dit qu'il s'est fait vacciner. C'est lui qui le dit. Moi, qu'il se soit fait vacciner ou qu'il ne se soit pas fait vacciner, moi, Élisée, est-ce que c'est utile pour moi, en cet instant précis-là, de me faire vacciner ou pas? Si j'estime qu'aujourd'hui, la Covid est véritablement une pandémie et que je suis exposé, je cherche à avoir les solutions, comment faire pour me préserver. Ça, je n'ai même pas besoin que le président... Le président, on sait qu'il est dans un confort. Il ne vit pas mes réalités, il ne vit pas les réalités du citoyen lambda. Donc, c'est à moi de prendre mes responsabilités sur cette question. Est-ce que quand le président se lève, qu'il s'en fait son check-up, ou bien qu'il s'en fait, il s'en va dire aux gens, je vais me soigner de mal de cœur, ou bien je vais soigner de mon poumon, il n'a pas besoin de le dire. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faut que les populations elles-mêmes comprennent. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une panoplie de mésinformations et de désinformations concernant les vaccins. Ça, c'est une réalité. Mais le gouvernement, on voit souvent les ministres qui viennent à la télé, qui font passer des messages pour sensibiliser. Maintenant, c'est à nous, à notre niveau, de prendre nos dispositions. De toute façon, qu'on se fasse vacciner, on se fasse vacciner, au moins, il y a une alternative qui est les mesures barrières. Merci. Ça, au moins, on peut de là les respecter. Merci, Arissi, sur la vaccination. Vous serez la dernière personne à prendre la parole sur ce point. Oui, sur la vaccination, Evelyne, vous n'êtes pas étonnée. On a parlé de liberté. Est-ce que nous sommes libres? Mais on parle de vaccination. Le premier Conseil national de sécurité, le président, dans son discours, a interpellé les tradipraticiens. Nous, on attend simplement que les autres fassent des vaccins. On attend les vaccins. On n'encourage pas nos chercheurs africains, avec des solutions endogènes, à proposer des choses qui peuvent impacter positivement notre société. Vous savez, il faut revenir aux fondamentaux et nous adosser à notre propre culture. C'est pour ça que je parle d'avoir notre propre système. Sur la question. Merci. Avec votre permission. Sur la question, il y a le professeur Pouamé, qui est l'ancien président de l'Université de Bamako, qui a déclaré quelque chose il y a quelques jours. Il a dit deux chercheurs, deux savants, on va dire, ivoiriens, parce que je n'aime pas les thèmes précis, mais des sortes de tradipraticiens, je ne sais pas. L'un a trouvé un médicament contre le coronavirus. Et il donne des détails. C'est-à-dire qu'un médicament, il ne parle pas de vaccin, un médicament, il donne des détails. Malheureusement, ça passe inaperçu. Voilà, tant que nous-mêmes, on ne s'impliquera pas, c'est quand même le professeur Pouamé, ce n'est pas n'importe qui, les titulaires de la chaire, tout cela, qui le dit avec des détails où il cite même une implication des agences gouvernementales. Je pense que c'est vraiment important qu'en Afrique, on ait aussi confiance en nos services. Merci André Sylvain-Conon. On vous a tous très bien compris, en tout cas sur ce thème. On va aborder le troisième thème de nos échanges de ce soir, notamment la question de la jeunesse. Et donc cette semaine, le Conseil national de la jeunesse, donc depuis le jeudi, a un nouveau président. Il s'agit de Diabaté Ibrahima. Il a été élu, comme je le disais, le jeudi. Je vous propose donc cet élément de la rédaction de NCI. La deuxième convention nationale du CNJCI, Conseil des jeunes de Côte d'Ivoire, vient de prendre fin. Démarré jeudi, les travaux se sont poursuivis jusqu'aux environs de 1h du matin, vendredi. C'est ce jeune homme, Ibrahima Diabaté, qui prend la tête du CNJCI à l'issue d'une élection qu'il a créditée de 86 voix sur 118, soit 73% des suffrages exprimés. Il succède ainsi à Emmanuel Edima Nguessan pour un mandat de 3 ans. Je pense que c'est une lourde responsabilité qui nous incombe aujourd'hui que de travailler pour la jeunesse. Ce que nous avons mis en lumière, c'est notre programme d'action prioritaire, c'est notre vision, c'est notre leitmotiv.
Mais surtout, c'est ce que nous pouvons faire pour la jeunesse à travers le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Concrètement, nous avons mis en lumière la visibilité que nous voulons apporter, disons, à ce conseil-là, mais également la crédibilité et surtout donc le dynamisme que nous voulons impulser au sein de cette organisation pour qu'elle contribue de manière qualitative au développement du pays. Le ministre Mamadou Touré, qui a suivi le processus de bout en bout, a exprimé sa fierté à la jeunesse ivoirienne pour la grande maturité et le sens de la responsabilité au cours de cette convention. Il a promis ne ménager aucun effort pour accompagner cette fêtière de jeunes dans l'atteinte des objectifs. Les attentes des jeunes sont grandes, la question de l'emploi demeure pour eux une priorité. Le gouvernement, en particulier le ministre de la Jeunesse, tout vraiment se pencher sur l'employabilité de la jeunesse ivoirienne, faire en sorte que ces différents délégués qui sont élus dans les bases soient encore plus forts pour vraiment plus aider encore les différents jeunes dans les bases. C'est-à-dire rapprocher toute la jeunesse qui n'est pas allée trop loin à l'école, de pouvoir approcher des formations du genre des fermes avicoles, leur permettre de pouvoir apprendre, se former d'abord dans ce domaine-là et par la suite travailler, pouvoir se prendre en charge. Cette convention a été aussi marquée par l'élection de 2 commissaires aux comptes. Le CNJCI s'est par ailleurs doté de nouveaux textes pour son fonctionnement. Ibrahima Diabaté est titulaire d'une licence en finance et administration et d'un master en sciences politiques option affaires internationales et diplomatie. Il est le coordonnateur du projet Jeunesse, Paix et Sécurité du département des affaires économiques et sociales de l'ONU et chargé de la promotion et de la protection de la jeunesse. Voilà, donc nous sommes de retour sur ce plateau et nous allons aborder le dernier thème de ces échanges et nous allons effectivement aussi vers la fin de l'émission. Le Conseil national de jeunesse, donc mis en place depuis 2013, donc ce conseil a un nouveau président depuis le jeudi. Déjà, j'aimerais voir quel est votre regard sur ce conseil, sur ses activités, sur l'opportunité de ce qu'il fait au niveau de la jeunesse. Je commence par Guillaume Bateau. Oui, bon, il faut d'abord féliciter le nouveau président de la jeunesse, voilà, du Conseil. Je crois qu'il vient d'être élu, donc on ne le connaît pas très bien. Il faut d'abord saluer son élection, saluer aussi l'esprit qui a prévalu parce qu'on n'a pas entendu les éclats de voix. Je ne connais pas très bien le Conseil national de jeunesse, mais je pense que c'est une structure qui a sa place. Notre vœu de voir les jeunes de plus en plus prendre leurs responsabilités passe aussi par l'aptitude que ces jeunes ont géré un certain nombre de structures, se frotter les uns aux autres. J'ai vu qu'il y a eu une convention, il y a eu une élection, ils ont fait campagne. Tout ça, il faut saluer. Maintenant, après, il faut un vrai contenu. Vous avez dit que le Conseil a été créé depuis 2013. On n'en a pas beaucoup entendu parler. Aujourd'hui, le nouveau président, on l'a écouté brièvement, il a dit, et je retiens cela, qui est important, il va travailler à donner de la visibilité à ce Conseil. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Il faut que ce soit connu. Il faut qu'on sache à quoi il sert et que ça ne soit pas vraiment une structure pour animer la galerie, pour positionner quelques petits amis. Que ce conseil aide vraiment nos jeunes dans les quartiers, dans nos villes, à apprendre à la vie associative, à apprendre à gérer des projets, à apprendre même à prendre la parole en public. Ce sont des choses importantes et à connaître un peu le fonctionnement de la vie sociale et politique. C'est par ce genre de formation pratique, pas seulement académique, que nos jeunes de demain pourront compétir avec les jeunes des autres pays. Merci Guillaume. Aristide Nkenda. Oui, comme Guillaume, je félicite le nouveau président, mais comme Guillaume aussi, je ne connais pas très bien ce conseil. Et donc le président a dit qu'il va donner la visibilité. Mais je voulais surtout parler à l'ensemble des jeunes. On a eu une rupture à un moment donné, je crois que c'est à cause des crises politico-militaires. Et il y a eu donc ce phénomène de faroutage. Je ne parle pas forcément du Conseil national de la jeunesse, je parle des jeunes en général. En général, et c'est le thème de cette deuxième partie. Voilà, il y a eu ce phénomène de faroutage et un matuvisme très ambiant. Et vous voyez souvent, même quand les gens passent sur les plateaux de télé, ils s'efforcent encore à aller faire la promotion pour qu'on les voit. Alors qu'en réalité, les jeunes doivent se construire. Les jeunes doivent prendre le temps de se construire. Tout ne se fait pas en un jour. Quand vous voyez par exemple Albert Einstein, qui, sur la théorie de la relativité, c'est 21 ans. Quand vous voyez Laurent Gbagbo devenir président de la République de Côte d'Ivoire, c'est près de 25 ans de lutte. Quand vous voyez Alassane Ouattara devenir président, c'est des années de combat. Donc, il faut que les jeunes comprennent qu'on ne peut pas construire une maison en un jour et qu'on ne devient pas riche
du coup, et que l'argent, ce n'est pas les billets de banque. Pas l'argent, la richesse, ce n'est pas les billets de banque. La richesse sont les valeurs. Je crois qu'André Sylvain Conan le dit souvent sur les plateaux, moi aussi, il faut qu'on construise une société des valeurs. Et ces jeunes doivent s'inscrire là-dedans et avoir des figures inspirantes. Merci. Je rappelle que le président de la République, dans son discours, justement, a parlé des valeurs fondamentales de la Côte d'Ivoire, la tolérance, le travail, le vivre ensemble, la discipline. Franck Etienne, votre regard sur la question de la jeunesse? Mais moi, j'ai été témoin quand même de la naissance du CNJCI sous le ministre Alain Lobognon. C'est lui qui a porté donc le projet de loi à l'Assemblée nationale. Ce que j'ai pu retenir, c'est que c'est un organe consultatif, mais qui va fonctionner exactement comme une école, à partir de laquelle, je veux dire, les jeunes vont apprendre quand même à se responsabiliser. Et aujourd'hui, quand je regarde le profil donc de Ibrahim Diabaté, c'est ça, non? Ibrahim Diabaté, le nouveau président, c'est exactement le profil que le ministre Alain Lobognon défendait à cette époque-là. Il ne voulait pas à la tête donc, du Conseil national de la jeunesse des jeunes qui sont, je veux dire, qui n'ont rien à faire. Je veux dire qui sont peut-être des chômeurs ou des sans-emploi. Parce qu'il défendait l'idée selon laquelle s'ils étaient des chômeurs ou des sans-emploi, ils seraient facilement manipulables. Là, quand je vois le profil du jeune Ibrahim, on l'a décrit comme quelqu'un qui est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques, d'une licence en sciences économiques, et puis qui gère déjà un programme du jeune au niveau des Nations Unies. Je pense qu'il pourra véritablement servir d'exemple pour les autres jeunes qui sont dans les quartiers et qui pensent que la jeunesse, c'est un travail. Merci Franck Etienne. Élisée Boloumeu. Ok, moi, à la suite de mes confrères, je voudrais juste, pour moi, faire un plaidoyer. C'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui, on arrive véritablement, comme je le dis, à inverser ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire au niveau des valeurs. Parce que bien souvent, on a plutôt présenté des modèles qui ne sont pas en réalité ces modèles-là qu'il faut. Quand on a présenté des personnes qui sont arrivées à un certain niveau de gestion de l'État sans même avoir suivi un parcours qui pourrait encourager cela et qui sont arrivés souvent à la tête des institutions ou bien des fortunes immenses, alors qu'à aucun moment on a vu le nom soit sur un registre administratif, public, ou bien dans le privé, ou bien même une initiative personnelle. C'est des modèles souvent qu'on a brandis et les jeunes ont pensé qu'il était facile aussi de pouvoir aller dans ce sens-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse ramener les jeunes vers la réalité. La réalité, aujourd'hui, on ne se construit pas sans le travail. C'est le travail qui te donne une identité et qui te permet de te faire une place dans la société. Et ça, c'est important qu'on puisse l'inscrire dans la mentalité des jeunes. Félix Boni. Je voudrais souligner que l'élection qui a eu lieu a commencé d'abord dans les départements sur l'ensemble du pays. Les comités nationaux. Les comités nationaux, avant de faire l'élection nationale qui a vu l'élection du président qui vient de sortir, ça veut dire que c'est un conseil qui est déployé sur l'ensemble du pays. C'est une structure que moi j'ai eu l'occasion de connaître dans des régions. Et ce n'est pas seulement qu'un organe consultatif. Moi j'ai vu ce Conseil national de la jeunesse régler des problèmes de jeunes dans des communes, dans des départements, voire même dans des villages. Parce que depuis que cette structure a été mise sur pied, désormais, on fait un peu la part belle entre ces jeunes qui, dans les villages, sèment un peu la zizanie, essaient de démettre un peu les chefs. Désormais, il y a une démarcation entre le rôle des chefs traditionnels et la jeunesse dans les différents départements, et voire même dans les déclinaisons, dans les villages et un peu partout. Tantôt, on parle de l'avenir appartient à la jeunesse. Quand on parle de l'avenir appartient à la jeunesse, c'est cette jeunesse-là qu'il faut former. Quand vous regardez les jeunes, les sénateurs aux États-Unis, depuis leur enfance, déjà, on leur inculque le savoir-faire sénatorial. On leur apprend même à s'asseoir même au Sénat, comment les choses se passent. Les enfants apprennent cela. Et quand je parle de la Côte d'Ivoire de vision, je crois que ça, c'est une vision. Commencer déjà à préparer les jeunes à des responsabilités demain, et cette structure est à saluer. Donc vous reconnaissez que finalement, après Félix Houphouët-Boigny, il y a une vision. Je ne suis pas en train de je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas totalement de vision. Mais il y a eu la Côte d'Ivoire des visions, et puis il y a eu la Côte d'Ivoire des crises de l'instabilité qui n'a pas permis de développer des visions. Il y a des visions. André Sylvain Conan. Alors moi, je me réjouis
je veux dire, de l'arrivée donc de ce conseil-là depuis 2013. Les jeunes, là, ils ont une chance d'avoir un ministre, Mamadou Touré, qui a un leadership sur la question et dont il peut s'inspirer. Ce que j'aimerais relever, c'est qu'il y a effectivement une crise des valeurs au niveau de la jeunesse. Voyez-vous, et ça part de loin. Boro d'enjaillement. Ça remonte à, je ne sais pas, 15-20 ans en arrière. Il y a eu donc la guerre des machettes avec la FESI dans les universités. Récemment, je veux dire, on continue de le vivre, le phénomène des microbes, les jeunes en conflit avec la loi. Mais voyez-vous, il y a un nouveau concept, je ne peux même pas parler de concept, il y a un nouveau mal qui a été exprimé par le Conseil national des droits de l'homme, les BC-tons à Korogo, des jeunes adeptes des BC, donc des machettes, qui se livrent des guerres. Il y a des guerres de tranchées, par exemple à Gagnoa, où on se retrouve dans un cimetière et on se bat avec... Voilà. Donc il y a une vraie crise des valeurs. Moi je dis, pour avoir été président des jeunes à Boaké, quand j'étais dans mon quartier, je sais ce que c'est que appartenir à une jeunesse communale. Et je sais ce que c'est que cette école représente. Donc, c'est une chance pour eux. Merci. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci, chers invités, d'avoir accepté cette invitation de la rédaction de NCI. Je rappelle que nous avons décrypté le discours du président de la République et parlé de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et de la jeunesse, cette jeunesse-là sur laquelle repose l'avenir de cette nation. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merci à vous également, chers internautes. Bonne soirée chez vous et prenez soin de vous.